Istanbul est une ville qui fonctionne comme une horloge coincée entre deux continents. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent d'un côté du Bosphore et doivent être de l'autre, séparées par environ 1 km d'eau et par des heures d'embouteillage. Pendant des décennies, la ville a tenté de soulager cette fracture avec de nouvelles liaisons, y compris des tunnels immergés qui ont raccourci le trajet. Mais la croissance d'Istanbul est de celles qui avalent les solutions comme si elles n'étaient que provisoires. C'est pour cette raison que la Turquie mise aujourd'hui sur quelque chose qui change la logique du jeu. Un tunnel à 3 niveaux, profond, conçu pour résister au séisme, hybride, capable de faire passer voitures et métro dans le même corridor sous la mer, avec un coût estimé à 30 milliards d'euros et la promesse de traverser en quelques minutes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau Grand Istanbul Tunnel. Bosphore n'est pas seulement un beau paysage au cœur de Istanbul, car il agit comme une frontière quotidienne entre des routines qui doivent se rejoindre en permanence. Par endroits, la distance entre l'Europe et l'Asie est suffisamment faible pour paraître anodine sur une carte, mais toute la ville s'organise comme si ce petit intervalle était un mur. Le matin, les flux liés au travail, aux études et aux services poussent des millions de personnes à traverser. L'après-midi, le mouvement s'inverse et la pression revient sur les mêmes points de passage. Lorsqu'une métropole dépend de quelques corridors pour relier deux continents, le moindre frottement se transforme en retard en chaîne. L'expansion urbaine a transformé cette tension en problème structurel parce que la croissance des quartiers, des centres commerciaux et des pôles d'emploi a allongé les déplacements sans que les connexions disponibles ne se multiplient au même rythme. Les ponts sont devenus des goulets d'étranglement récurrents et pas seulement aux heures de pointe, tandis que les ferries, bien qu'essentiels, restent contraints par des limites physiques d'embarquement, de débarquement et de fréquence. Le résultat est un contexte où le temps de trajet cesse d'être prévisible et où la traversée entre les deux rives de la ville influence des décisions de logement, de travail et même de logistique, les marchandises et les services se disputant le même espace routier. Les premières réponses ont suivi une logique classique pour une ville à croissance rapide. Renforcement des voiries, amélioration des accès, ajustement opérationnel et augmentation de capacité là où c'était possible. Mais dans un détroit à la géographie rigide, le problème n'est pas seulement un manque de voies, c'est la concentration de la demande sur quelques portails d'entrée et de sortie. D'où l'importance des liaisons submergées déjà existantes, chacune attaquant une partie du puzzle. Le Marmarais a créé une traversée ferroviaire qui a raccourci les trajets pour les usagers du rail et réduit la dépendance à la voiture sur certains axes. Le Eurasia Tunnel a ouvert une alternative routière sous la mer, redistribuant une part du trafic auparavant concentré sur les ponts. Ces ouvrages ont changé la donne pendant un temps, mais l'échelle même d'Istanbul fait que l'allègement initial est rapidement absorbé par de nouveaux déplacements, de nouvelles destinations et par la réorganisation du trafic autour des mêmes points de connexion. C'est à ce moment-là que le débat cesse d'être une traversée de plus pour devenir un système qui s'imbrique, car la ville ne souffre pas uniquement du passage sous le détroit, mais du manque de continuité entre des réseaux qui fonctionnent comme des îlots. Lorsqu'une liaison résout la section submergée mais déverse véhicules et passagers dans des nœuds déjà saturés, le gain se dissipe dans les files d'attente qui suivent. L'ambition se déplace donc vers une solution intégrée capable de relier la rive européenne et la rive asiatique avec des entrées et sorties planifiées en réduisant les ruptures de charge, les conflits de circulation et les itinéraires indirects. Le Grand Istanbul Tunnel s'inscrit précisément dans cette logique d'unification. Il est pensé comme une traversée submergée qui ne fonctionne pas isolément, mais comme la pièce centrale d'un corridor métropolitain continu d'ouest en est, reliant des zones denses et des pôles stratégiques de la région. Dans le projet, l'axe reliant Asdal sur la rive européenne à la zone de Samlika sur la rive asiatique apparaît comme l'élément le plus emblématique, Gwinetic, tandis que la portée réelle s'étend à un corridor plus vaste connectant les extrémités métropolitaines et leurs intégrations aux systèmes urbains. La proposition qui rend le Grand Istanbul Tunnel différent commence par une logique d'empilement des fonctions plutôt que par la multiplication des traversées. Traverser le Bosphore ne consiste pas seulement à percer un point sous l'eau, mais à gérer simultanément les entrées, les sorties et la continuité des réseaux de part et d'autre. Le tunnel est donc conçu comme une section unique capable d'accueillir routes et métros dans un même ouvrage, ce qui réduit la nécessité d'ouvrir 2 ou 3 corridors distincts au fond de la mer et concentre maintenance, exploitation et sécurité dans une seule infrastructure. Pour faire tenir l'ensemble dans une même enveloppe,
La section doit être de grande dimension, avec un diamètre de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, et son dimensionnement est dicté par les hauteurs libres de circulation, les gabarits ferroviaires, les conduits de ventilation, les galeries techniques et les redondances de sécurité. La profondeur maximale évoquée, autour de 110 mètres sous le niveau de la mer, transforme l'ingénierie dès les premières esquisses, car la pression externe augmente fortement et la tolérance aux infiltrations devient quasi nulle. Dans ces conditions, la structure ne peut pas compter sur des corrections ultérieures. L'étanchéité doit être intégrée dès l'avancement. Le revêtement segmentaire en béton armé, assemblé en anneaux, fonctionne comme un tube structurel continu et chaque joint reçoit des joints d'étanchéité et des profils compressifs destinés à empêcher toute entrée d'eau. Derrière le revêtement, l'espace entre l'anneau et le massif est comblé par injection de coulis, ce qui solidarise l'ensemble, limite les tassements et ferme les chemins préférentiels de percolation. Même des détails apparemment mineurs deviennent centraux, comme le drainage interne par caniveau et puits de pompage, ainsi que les systèmes de collecte des infiltrations résiduelles, afin d'éviter la surpression interne et la dégradation sur plusieurs décennies. Le risque sismique n'est pas traité comme un événement rare, mais comme une condition de projet, la région se situant à proximité de l'une des failles les plus actives du pays et le tracé traversant un milieu où des mouvements différentiels peuvent apparaître. La stratégie combine robustesse et capacité de déformation sans rupture. Joints flexibles dans les zones sensibles, dispositifs d'absorption des déplacements et solutions d'isolation qui dissocient les vibrations du corps principal du tunnel, notamment près des accès et des ouvrages connectés. L'objectif n'est pas d'empêcher le mouvement, mais de garantir que lorsque le sol se déplace, la structure reste étanche et exploitable, en conservant un alignement acceptable pour les systèmes ferroviaires et en préservant les itinéraires d'évacuation. Sur le plan constructif, le choix de la méthode d'excavation doit concilier trois variables rarement compatibles: forte pression, géologie hétérogène et exigence de contrôle des déformations en surface et sur le fond marin. C'est pourquoi des tunneliers de très grand diamètre entrent en jeu, conçus pour travailler avec un front pressurisé, en maintenant l'équilibre entre la pression du terrain et celle à l'intérieur de la machine afin d'éviter des arrivées d'eau brutales ou l'instabilisation du massif. Sur des machines de cette taille, l'exploitation repose sur un contrôle fin de la poussée, du couple, de l'avancement par anneau et du conditionnement des déblais de manière à maintenir la stabilité du front. Les interventions en milieu pressurisé, lorsqu'elles sont nécessaires, requièrent des procédures spécifiques, avec des sas hyperbares et des protocoles de sécurité pour la maintenance de la tête de coupe et les inspections au front. La séquence de réalisation du tunnel est répétitive, mais jalonnée de points critiques. Le tunnelier avance de quelques mètres, installe un anneau de segments préfabriqués, met l'ensemble en pression à l'aide de vérins, étanchéifie les joints, injecte le coulis à l'extrados, puis reprend l'avancement. Le contrôle qualité ne se limite pas au béton. Il porte aussi sur la géométrie des anneaux, l'intégrité des joints, la pression d'injection, le serrage des connexions et des tolérances millimétriques destinées à éviter l'ovalisation du tube. En parallèle, l'instrumentation suit les tassements, les déformations, les pressions interstitielles, les vibrations et les déplacements relatifs, offrant une lecture continue du comportement du terrain et du revêtement, ce qui permet d'ajuster les paramètres d'excavation avant qu'un écart ne devienne problématique. Lorsque route et métro partagent un même ouvrage, la sécurité d'exploitation doit être pensée comme un système et non comme un simple ajout, car l'environnement confiné impose une gestion rigoureuse de la fumée, de la chaleur et de l'évacuation avec redondance. Cela passe généralement par une ventilation longitudinale avec ventilateur AG, des points d'extraction et une logique de compartimentage destinée à contenir les incidents et à diriger les flux d'air. Les itinéraires de fuite et les passages d'urgence entre compartiments, associés au système de communication, à l'éclairage de secours et à la surveillance en temps réel, constituent la base pour que le tunnel ne dépende pas de solutions improvisées en cas de défaillance. Au final, l'ingénierie la plus intime du projet se situe précisément là où elle n'apparaît pas dans les rendus, dans l'étanchéité de chaque joint, l'équilibre de pression du tunnelier, les dispositifs capables d'absorber les mouvements sismiques et l'infrastructure d'exploitation qui maintient, minute après minute, un corridor submergé en fonctionnement comme s'il s'agissait d'une avenue ordinaire. La proposition du Grand Istanbul Tunnel repose sur un choix qui transforme toute l'ingénierie. Concentrer, dans une structure unique, une traversée capable d'absorber différents flux urbains sans dépendre de plusieurs corridors parallèles sous la mer.
Dans une ville où la traversée du Bosphore ne s'arrête pas à l'eau mais se prolonge dans des nœuds routiers saturés de part et d'autre, la priorité devient la continuité opérationnelle avec des entrées et des sorties conçues pour ne pas renvoyer immédiatement le goulot d'étranglement à la surface. Cette ambition pousse le projet vers une section de très grande taille, car au-delà de l'espace utile, il faut intégrer des conduits, des galeries techniques, des zones de maintenance et des redondances de sécurité qui doivent exister dès le premier jour. La profondeur maximale évoquée, autour de 110 mètres sous le niveau de la mer, impose une discipline qui ne tolère aucun improvisme. La pression externe augmente, le risque d'infiltration change d'échelle et la structure doit fonctionner comme une coque durablement étanche, même sous des déformations lentes du terrain et des variations de charge sur plusieurs décennies. C'est pour cela que le revêtement tend à être segmenté en anneaux de béton armés, montés en séquence, avec des joints équipés de joints d'étanchéité et de profils compressés pour bloquer toute entrée d'eau. Dans l'espace entre le revêtement et le massif, l'injection de coulis sert à solidariser l'ensemble, à limiter les tassements et à couper les chemins de percolation. Malgré tout, l'exploitation part du principe que de l'eau résiduelle peut apparaître. Le drainage interne, les caniveaux, les puits et les pompes constituent donc une couche de sécurité supplémentaire pour maintenir l'environnement maîtrisé et protéger les équipements. Le risque sismique, du fait de la proximité de failles actives, n'est pas relégué au second plan mais devient un critère de conception. La solution combine résistance et capacité d'accommodation du mouvement, avec des joints flexibles dans les zones sensibles, des sections préparées pour des déplacements relatifs et des dispositifs limitant les concentrations de contraintes. L'objectif est que, lors d'un événement, la structure puisse se déplacer dans des limites prévues sans perdre son étanchéité, sans rompre les connexions et sans compromettre l'alignement requis pour les systèmes ferroviaires et les itinéraires d'évacuation. Ce type de projet se définit davantage par des tolérances et des détails d'interface que par l'emploi d'un unique superbéton. La construction sous un détroit à géologie variable exige un contrôle très fin du front d'excavation, car des sédiments meubles, des roches anciennes et des zones fracturées peuvent se succéder sur de très courtes distances. Des tunneliers de grand diamètre à front pressurisé entrent alors en jeu, capables d'équilibrer la pression du terrain et la pression interne pour éviter des arrivées d'eau soudaines ou l'instabilité du massif. La routine est répétitive mais impitoyable. Avancement contrôlé, pose de l'anneau, vérification de la géométrie et de l'étanchéité, injection à l'extrados et suivi continu par instrumentation. En parallèle, le chantier doit fonctionner au cœur d'une métropole dense en coordonnant logistique, énergie, maintenance et transport des segments avec une précision d'horloger, car le retard urbain au Streis se transforme immédiatement en retard de chantier. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous d'un tunnel submergé qui cherche à transformer la traversée du Bosphore en un corridor prévisible ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Likez la vidéo, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.